C'est le seul travail que cet idiot sait faire. Ces mots résonnent encore dans ma tête comme une claque. Je les ai entendus il y a 3 ans, mais certaines phrases ne s'effacent jamais. Elles restent gravées, comme une cicatrice invisible que personne ne voit, mais que vous sentez chaque jour. Ce matin-là, j'étais heureuse. Vraiment heureuse. Mon fils Edgar commençait son premier jour de travail dans l'entreprise de son beau-père. Après 5 années d'études en administration, après tous ses sacrifices, tous ses investissements, il allait enfin montrer ce qu'il valait. J'avais même choisi une tenue élégante pour l'occasion. Un tailleur bleu marine que je gardais pour les moments importants. Je voulais être fière. Je voulais qu'il soit fier. Je m'appelle Ethel Pasquier. J'ai 68 ans aujourd'hui, et voici l'histoire que j'ai portée seule pendant bien trop longtemps. Edgar est mon fils unique. Son père est mort quand il avait 12 ans, cancer foudroyant, 6 mois entre le diagnostic et l'enterrement. Je me suis retrouvée seule avec un garçon sensible, intelligent, mais tellement fragile. J'ai tout fait pour qu'il ait ce que son père aurait voulu lui offrir. La meilleure éducation, les meilleures opportunités, la confiance en lui. J'ai vendu notre maison de campagne pour financer ses études. J'ai travaillé comme comptable dans 3 cabinets différents, parfois le soir, parfois le week-end. Mais je ne me suis jamais plainte. Jamais. Parce qu'un diplôme, c'est une armure. C'est une dignité que personne ne peut vous enlever. Du moins, c'est ce que je croyais. Quand Edgar m'a présenté Camille, j'ai essayé de l'aimer. Vraiment. Elle était jolie, bien élevée, fille unique d'un homme d'affaires prospère. Monsieur Devreux possédait une entreprise de fournitures industrielles. Rien de glamour, mais solide, rentable. Edgar était amoureux. Il me parlait d'elle avec des étoiles dans les yeux, comme si elle était la seule femme au monde capable de le comprendre. Moi, j'ai vu autre chose. J'ai vu la façon dont elle le corrigeait en public, la manière dont elle riait un peu trop fort quand il se trompait de mots, les regards qu'elle échangeait avec son père quand Edgar parlait de ses projets. Mais je me suis tue, parce qu'une mère qui critique la femme de son fils devient vite l'ennemi, et je ne voulais pas le perdre. Le mariage a eu lieu dans le jardin des Devereux, un domaine magnifique à Fontainebleau, avec des rosiers anciens et une fontaine en pierre. J'ai souri sur toutes les photos. J'ai porté un toast élégant. Et quand Edgar m'a embrassée en murmurant « Merci pour tout, maman », j'ai pensé que peut-être, je m'étais trompée sur Camille. 2 ans plus tard, Edgar a terminé son master en administration des entreprises. Mention très bien. J'ai encadré son diplôme moi-même, cadre en chêne massif, sobre et élégant. Je l'ai accroché dans mon salon, juste au-dessus du piano que son père lui avait offert. Ce diplôme, c'était notre victoire. La sienne, la mienne, celle de son père aussi, quelque part. Monsieur Devreux a proposé à Edgar un poste dans son entreprise. Directeur adjoint, avait-il dit. Edgar était aux anges. Camille aussi, apparemment. Moi, j'étais soulagée. Enfin, mon fils allait avoir sa place, sa reconnaissance. Le premier jour, je n'ai pas pu résister. Je sais, une mère ne devrait pas débarquer comme ça, sans prévenir. Mais j'avais apporté des croissants frais de la boulangerie Le Nôtre, ceux qu'Edgar adorait quand il était petit. Je voulais juste lui souhaiter bonne chance. Juste voir son sourire. Je suis arrivée vers 10 heures. L'entreprise était un bâtiment gris, fonctionnel, avec un parking trop grand et des murs qui sentaient le neuf mal vieilli. J'ai demandé à la réceptionniste où était Edgar. Elle a eu l'air gênée. « Monsieur Edgar ? Il est au sous-sol, je crois. » Le sous-sol. J'ai descendu les escaliers. Mes talons claquaient sur le béton froid. Plus je descendais, plus une odeur de détergent chimique me prenait à la gorge. Et puis, je l'ai vu, mon fils, mon Edgar, à genoux, avec un seau et une brosse. Il nettoyait les toilettes. J'ai cru que mon cœur s'arrêtait. Camille était là, debout près de la porte, les bras croisés. Elle souriait. Pas un sourire gêné. Non, un sourire amusé. Comme si la scène était divertissante. Et puis j'ai entendu la voix de Monsieur Devreux derrière moi. C'est le seul travail que cet idiot sait faire. Il riait. Il riait en disant ça. Edgar a levé les yeux. Il m'a vu. Et j'ai vu quelque chose se briser en lui. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pas de colère. De honte. Une honte si profonde qu'il a baissé la tête immédiatement, comme un enfant pris en faute. Je n'ai rien dit. Je suis restée là, figée, avec mon sac de croissants à la main, incapable de respirer. Puis, je suis remontée. J'ai traversé le hall. Je suis sortie. Et une fois dans ma voiture, j'ai composé un numéro. Celui de mon avocat. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous,
Avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut que je vous raconte qui était Edgar. Qui il est toujours, d'ailleurs. Parce qu'une humiliation ne change pas l'essence d'une personne, elle révèle juste la cruauté des autres. Edgar est né un mardi matin de mars, sous une pluie fine qui tambourinait contre les vitres de la maternité. Mon mari, Philippe, a pleuré en le tenant pour la première fois. Je n'avais jamais vu cet homme pleurer, même pas à l'enterrement de sa propre mère, mais devant ce petit être fragile, il a craqué. Il nous ressemble déjà, avait-il murmuré. Et c'était vrai. Edgar a grandi dans une maison remplie de lumière. Nous habitions alors à Versailles, une maison bourgeoise avec un jardin où poussaient des hortensias bleues. Philippe avait installé une balançoire sous le tilleul. Le dimanche, nous prenions le thé sur la terrasse, toujours dans les tasses en porcelaine de Limoges que ma belle-mère m'avait offertes. Edgar s'asseyait entre nous, les jambes trop courtes pour toucher le sol, et il écoutait son père lui raconter des histoires d'explorateurs et de savants. Philippe était ingénieur, un homme méticuleux, passionné par son travail. Il rêvait qu'Edgar devienne comme lui, rigoureux, brillant, respecté. Mais Edgar, lui, aimait les chiffres d'une autre manière. Il aimait comprendre comment les choses s'organisent, comment une entreprise fonctionne, comment on gère des équipes. À 15 ans, il lisait déjà des livres sur le management. Il soulignait des passages, prenait des notes dans des carnets qu'il rangeait soigneusement dans sa bibliothèque. « Maman, un jour je dirigerai quelque chose d'important », me disait-il. Et je le croyais. Puis Philippe est tombé malade. C'est arrivé si vite. Un jour, il avait une toux persistante. Le lendemain, les médecins nous parlèrent de métastases. 6 mois. C'est tout ce que nous avons eu. 6 mois pour dire au revoir, pour essayer de remplir une vie entière de souvenirs dans quelques semaines. Edgar avait 12 ans. Il a arrêté de parler pendant des semaines après l'enterrement. Il restait assis dans le jardin, sous le tilleul, à fixer la balançoire vide. Je ne savais pas quoi faire. Comment console-t-on un enfant qui vient de perdre son héros? Alors je me suis accroché à ce que Philippe aurait voulu. Qu'Edgar réussisse, qu'il ait une vie meilleure que la nôtre, qu'il devienne cet homme important dont il rêvait. J'ai vendu la maison de Versailles. Trop grande, trop chère, trop pleine de fantômes. Nous avons déménagé dans un appartement à Paris, près du jardin du Luxembourg. 3 pièces, au 4e étage, sans ascenseur, mais lumineux. Et surtout, proche des meilleures écoles. J'ai trouvé du travail comme comptable dans un cabinet près de la gare de Lyon. Le salaire n'était pas extraordinaire, mais je savais gérer un budget. J'ai toujours su. Les fins de mois étaient serrées, mais Edgar ne manquait jamais de rien. Jamais. Je prenais des missions supplémentaires le soir. Je faisais la comptabilité pour des petits commerçants du quartier, la boulangerie, la pharmacie, le fleuriste. Je rentrais tard, mais Edgar m'attendait toujours. Il avait fait ses devoirs, réchauffé le dîner que j'avais préparé le matin. Nous mangions ensemble, et il me racontait sa journée, ses cours, ses projets, ses rêves. « Maman, tu crois que papa serait fier de moi ?» Toujours cette question. Il est fier de toi, mon chéri. Où qu'il soit, il te regarde, et il est fier. Edgar a été admis à l'université Paris-Dauphine, administration et gestion d'entreprise. Quand la lettre est arrivée, nous avons dansé dans le salon. Juste lui et moi, comme 2 idiots, en riant et en pleurant en même temps. J'ai ressorti les tasses en porcelaine de Limoges, celles que je n'utilisais plus depuis la mort de Philippe, et nous avons bu du thé pour célébrer. Edgar a pris la tasse de son père. Il l'a tenue avec précaution, comme une relique sacrée. « Je vais réussir, maman. Je te le promets. » Et il a réussi. 5 ans d'études brillantes. Des stages dans des entreprises respectables. Des professeurs qui me disaient « Votre fils a un vrai potentiel, Madame Pasquier. » À la remise des diplômes, j'étais au premier rang. Edgar a cherché mon regard dans la foule. Quand nos yeux se sont croisés, il a souri. Ce sourire que je connaissais depuis qu'il était tout petit. Le sourire qui disait « On l'a fait, maman, ensemble. » J'ai encadré son diplôme le jour même. Cadre en chêne massif. Je l'ai accroché au-dessus du piano de Philippe. Chaque fois que je le regardais, je voyais tout ce qu'il représentait. Les nuits blanches, les sacrifices, les rêves de Philippe, la promesse d'un avenir meilleur. Ce diplôme, c'était notre dignité. Et 3 ans plus tard, j'ai vu mon fils à genoux avec une brosse à toilette dans les mains, pendant que son beau-père le traitait d'idiot. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai rien dit ce jour-là?
parce que certaines douleurs sont trop grandes pour être exprimées avec des mots, parce que j'avais besoin de réfléchir, et parce que la vengeance ne se crie pas, elle se prépare. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Camille est entrée dans notre vie un après-midi d'octobre. Edgar m'avait téléphoné 3 jours avant, la voix tremblante d'excitation. « Maman, il faut que je te présente quelqu'un d'important. » J'avais senti mon cœur se serrer. Pas de jalousie. Non, ce n'était pas ça. Plutôt une inquiétude instinctive, ce genre de pressentiment qu'une mère ressent dans ses os. Comme si je savais déjà que cette rencontre allait changer quelque chose, que rien ne serait plus jamais tout à fait pareil. Bien sûr, mon chéri, quand tu veux. J'avais préparé un déjeuner soigné, blanquette de veau, la recette de ma grand-mère, celle qu'Edgar adorait depuis toujours. J'avais sorti la nappe brodée, les couverts en argent que Philippe et moi avions reçus pour notre mariage. J'avais même acheté des fleurs fraîches, des pivoines blanches que j'avais disposées dans le vase en cristal du salon. Je voulais que tout soit parfait, que cette fille, quelle qu'elle soit, voie qu'Edgar venait d'une famille respectable, élégante, même si nous n'habitions plus la grande maison de Versailles. Ils sont arrivés vers midi. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure, puis la voix d'Edgar. « Maman, on est là !» Je me suis essuyé les mains sur mon tablier, j'ai vérifié mon chignon dans le miroir de l'entrée, et je suis sortie de la cuisine avec mon plus beau sourire. Camille se tenait dans le couloir, légèrement en retrait derrière Edgar. Grande, mince, avec des cheveux châtain clair, parfaitement coiffés, et un manteau beige qui devait coûter plus cher que mon loyer mensuel. Elle avait ce genre de beauté froide, polie, presque clinique, pas un cheveu qui dépassait, pas une tache sur son sac à main Hermès. « Maman, je te présente Camille. Camille, voici ma mère, est-elle ?» Elle m'a tendu une main gantée. Oui, gantée. En cuir souple, couleur caramel. Qui porte des gants pour un déjeuner familial en octobre? Enchantée, Madame Pasquier. Edgar m'a tellement parlé de vous. Sa voix était douce, posée, parfaitement modulée. Le genre de voix qu'on apprend dans les bonnes écoles. Polie, mais sans chaleur. Comme si elle récitait un texte appris par cœur. Tout le plaisir est pour moi, Camille. Entrez, je vous en prie. Edgar rayonnait. Il la regardait comme on regarde une œuvre d'art dans un musée, avec admiration, presque avec déférence. Il lui a pris son manteau, l'a suspendu avec soin, lui a avancé une chaise. J'ai compris tout de suite que mon fils était déjà perdu. Amoureux, oui, mais surtout impressionné. Ébloui même. Et ça m'a inquiété. Le déjeuner a commencé calmement. J'ai servi l'entrée, une salade de betterave et chèvre frais avec des noix grillées. Camille a pris 2 bouchées, a reposé sa fourchette. C'est délicieux, Madame Pasquier. Mais je fais attention à ma ligne. J'espère que vous comprenez. Elle avait dit ça avec un sourire qui se voulait complice, féminin. Mais il y avait quelque chose d'autre. Une manière de me regarder, de balayer du regard mon appartement, mes meubles, ma nappe brodée, comme si elle jaugeait, comme si elle calculait notre valeur. Edgar n'a rien remarqué. Il parlait, enthousiaste, racontant comment ils s'étaient rencontrés à une conférence sur le management stratégique, comment Camille avait posé une question brillante au conférencier, comment ils avaient discuté pendant des heures autour d'un café. Camille comprend vraiment ce qui me passionne, maman. Elle s'intéresse aux mêmes choses que moi. Camille a posé sa main sur celle d'Edgar, un geste possessif, discret, mais que j'ai immédiatement repéré. Edgar est tellement intelligent, Madame Pasquier. Il a un potentiel incroyable. Vraiment. Le mot « potentiel » m'a fait tiquer. On parle de potentiel pour quelqu'un qui n'a pas encore prouvé sa valeur, pour quelqu'un qui doit encore faire ses preuves. Edgar venait d'obtenir son master avec mention très bien. Il n'était pas un potentiel. Il était une réussite. Mais je n'ai rien dit. J'ai souri. J'ai servi la blanquette. Vous travaillez, Camille? Oh, pas vraiment. Mon père préfère que je me concentre sur des projets personnels. Je fais un peu de bénévolat. J'organise des événements culturels pour l'association de maman. Mais rien de professionnel, vous savez. Papa dit qu'une femme de notre milieu n'a pas besoin de travailler si elle ne le souhaite pas. Notre milieu. Ces 2 mots ont flotté dans l'air comme une insulte déguisée. Parce que moi, j'avais travaillé. J'avais travaillé toute ma vie pour élever mon fils, pour payer ses études, pour qu'il ait exactement ce qu'elle avait reçu sans effort. Une éducation, des opportunités, une dignité. Edgar a rempli nos verres de vin, un Bordeaux que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. Camille a à peine trempé ses lèvres.
C'est généreux, Madame Pasquier, mais je ne bois jamais pendant la journée. Ça me donne mal à la tête. Puis elle s'est tournée vers Edgar. Chérie, tu devrais faire attention aussi. Tu sais que ton père disait toujours que l'alcool à midi ralentit la productivité. Ton père? Elle parlait déjà de Philippe comme si elle l'avait connu. Comme si elle avait le droit de le citer, de parler en son nom. Edgar a hoché la tête, docilement. Il a reposé son verre. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Cette fille ne cherchait pas un égal. Elle cherchait quelqu'un à modeler. Quelqu'un de brillant mais malléable. Quelqu'un qu'elle pourrait contrôler. Et Edgar, avec sa gentillesse, sa sensibilité, son besoin d'être aimé, il était parfait pour ça. Après le dessert, une tarte tatin qu'elle n'a pas touchée, Camille s'est levée pour aller aux toilettes. Edgar en a profité pour se pencher vers moi, les yeux brillants. « Alors, maman, qu'est-ce que tu en penses? Elle est extraordinaire, non ?» J'ai regardé mon fils, ce garçon que j'avais élevé seul. Ce garçon qui avait pleuré dans mes bras après la mort de son père. Ce garçon qui me faisait réchauffer le dîner quand je rentrais tard du travail. Ce garçon qui avait promis de rendre son père fier. Et j'ai menti. Elle a l'air charmante, Edgar. Tu crois que papa l'aurait aimée? Ma gorge s'est serrée. Philippe aurait vu clair en elle en 5 minutes. Il aurait repéré la condescendance, la manipulation douce, ce besoin de tout contrôler sous des apparences polissées. Je pense que ton père voulait surtout que tu sois heureux. Je le suis, maman. Pour la première fois depuis longtemps, je suis vraiment heureux. Comment dire à son fils que son bonheur repose peut-être sur un mensonge? Comment briser cette bulle fragile sans devenir l'ennemi? Camille est revenue. Elle a remercié avec une politesse parfaite, a embrassé Edgar sur la joue, m'a serré la main, toujours gantée. Et ils sont partis. J'ai débarrassé la table en silence. La blanquette était à peine touchée. Le vin, intact. Les pivoines commençaient déjà à faner dans leur vase. J'ai lavé les assiettes une par une, lentement, en repensant à chaque détail du déjeuner. Les gants, le regard sur l'appartement, les bouchées refusées, les mots choisis avec soin, notre milieu, potentiel, et surtout, cette main possessive sur celle d'Edgar. J'ai essuyé mes mains sur le torchon, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai pleuré. Pas de tristesse. Pas vraiment. De peur. Parce que je venais de comprendre que j'allais perdre mon fils. Pas d'un coup. Pas violemment. Mais lentement, imperceptiblement, comme on perd quelqu'un dans le brouillard. Il allait s'éloigner, devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne reconnaîtrais plus. Et je ne pouvais rien faire. Parce qu'une mère qui s'oppose à l'amour de son fils devient instantanément la méchante de l'histoire, la belle-mère jalouse, la femme amère qui ne supporte pas de ne plus être la seule dans sa vie. Alors j'ai pris une décision ce soir-là, assise dans ma cuisine avec mes tasses en porcelaine vide et mes pivoines fanées. Je me tairais, j'observerais, et je serais là quand il aurait besoin de moi, parce que j'étais certaine, et je détestais avoir raison, qu'un jour il aurait besoin de moi. 3 mois plus tard, Edgar m'a annoncé leur fiançailles. 6 mois après, ils se mariaient dans le domaine des Devereux. Et moi, j'ai continué à sourire sur les photos. En attendant, le mariage a eu lieu un samedi de juin, un de ces jours où le soleil est si doux qu'il semble bénir chaque moment, chaque geste. Le domaine des Devereux ressemblait à une carte postale. Pelouse impeccable, rosiers grimpants, fontaine en pierre moussue qui murmurait doucement au centre du jardin, des chaises dorées alignées en demi-cercle, des rubans blancs partout, une arche de fleurs blanches et crème sous laquelle Edgar et Camille allaient échanger leurs vœux. Tout était parfait, trop parfait. J'étais arrivée tôt, comme toujours. J'avais mis ma plus belle robe, bleu nuit, simple mais élégante, avec des escarpins assortis. J'avais attaché mes cheveux en chignon bas, porté le collier de perles que Philippe m'avait offert pour nos 10 ans de mariage. Je voulais être digne. Je voulais qu'Edgar soit fier de moi. Mais dès mon arrivée, j'ai senti que je n'étais pas à ma place. Les invités des Devereux occupaient tout l'espace. Des hommes en costume sur mesure, des femmes en robe de créateur, des rires polis, des conversations sur les vacances à Saint-Tropez, les investissements immobiliers, les vernissages auxquels on ne peut absolument pas manquer. Ils se connaissaient tous. Ils évoluaient dans le même monde, parlaient le même langage, partageaient les mêmes codes. Moi, j'étais la mère du marié. Veuve, comptable à la retraite, celle qui avait élevé son fils seule, dans un appartement sans ascenseur. On me souriait, poliment, mais personne ne me parlait vraiment.
J'ai trouvé ma place au premier rang, côté gauche, seule, parce que je n'avais invité que 4 personnes, mes 2 sœurs, mon ancienne collègue Marguerite et Monsieur Blanchard, le professeur d'Edgar à Dauphine qui l'avait toujours encouragé. Ils étaient perdus au milieu de cette foule élégante et indifférente. De l'autre côté, la famille Devreux occupait 3 rangées entières. La mère de Camille, une femme austère, mince comme un fil, avec un chapeau ridicule orné de plumes, me saluait d'un hochement de tête distant. Monsieur Devreux, lui, ne m'avait même pas regardé. Il parlait fort avec un groupe d'hommes, un verre de champagne à la main, déjà. Il riait grassement, tapait dans le dos de ses amis. L'image même de l'homme qui a réussi et qui veut que tout le monde le sache. Puis la musique a commencé. Edgar est apparu au bout de l'allée. Mon fils, mon petit garçon devenu homme. Il portait un costume gris anthracite impeccable, une cravate bleu clair, des chaussures si bien cirées qu'elles reflétèrent le soleil. Il marchait lentement, les mains jointes devant lui, le visage grave. Mais quand nos regards se sont croisés, il a souri. Ce sourire discret, presque timide, que je connaissais si bien, j'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Des larmes de fierté, oui, mais aussi de peur, parce que je savais que ce jour marquait un tournant, qu'après cette cérémonie, Edgar ne m'appartiendrait plus vraiment, qu'il entrerait dans une autre famille, un autre monde. Puis Camille est apparue au bras de son père. Elle était magnifique, évidemment. Robe de dentelle ivoire, traîne de 3 mètres, voile brodé de perles minuscules. Elle marchait avec une assurance tranquille, le menton légèrement relevé, comme une reine allant prendre possession de son trône. Monsieur Devreux bombait le torse, souriant à la foule comme s'il offrait le plus beau des cadeaux. Et peut-être que c'était vrai, peut-être qu'Edgar était le cadeau. La cérémonie a été courte. Des vœux traditionnels, des promesses d'amour éternel, de soutien mutuel, de respect. Edgar a récité les siens avec émotion, la voix légèrement tremblante. Camille, elle, a parlé avec une clarté parfaite, sans hésitation, comme si elle avait répété 100 fois. Quand le prêtre a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Edgar a posé ses mains sur les joues de Camille avec une tendresse infinie. Elle s'est laissée faire, souriante, contrôlée. Et moi, j'ai applaudi avec tout le monde en essuyant discrètement mes larmes. Le cocktail a suivi. Champagne, petit four délicat, serveur en veste blanche qui circulait avec des plateaux d'argent. Je me suis retrouvée debout près d'un rosier, un verre à la main que je ne buvais pas, observant Edgar naviguer dans la foule. Il serrait des mains, embrassait des joues, remerciait les invités. Camille ne le quittait pas d'une semelle. Elle lui touchait le coude pour le guider vers telle ou telle personne, lui murmurait des noms à l'oreille, corrigeait discrètement sa cravate. À un moment, Edgar s'est approché de moi. « Maman, tu vas bien? Tu as l'air un peu perdu. »« Je vais très bien, mon chéri. C'est un très beau mariage. Tu es heureux? »« Tellement heureux, maman. Tellement. » Il m'a embrassé sur le front, puis Camille l'a appelé. Il est reparti, et je suis restée seule près de mon rosier. C'est là que Monsieur Devreux m'a abordé pour la première fois de la journée. « Madame Pasquier, vous profitez de la fête? »« Oui, merci. C'est magnifique. Vous avez un très beau domaine. »« Oh, vous savez, ce n'est rien. Juste un petit coin de campagne que nous avons aménagé au fil des années. Camille a grandi ici. Elle adore cet endroit. » Il a bu une gorgée de champagne, m'a regardé de haut en bas avec un sourire condescendant. « Edgar a de la chance d'entrer dans notre famille. Vraiment. Nous allons prendre soin de lui. Ne vous inquiétez pas. Prendre soin de lui. Comme si j'avais été incapable de le faire moi-même pendant 25 ans. Je n'en doute pas, Monsieur Devreux. Edgar est un garçon brillant. Il a beaucoup à offrir. Oh, certainement. Camille me dit qu'il est très appliqué. C'est une qualité importante. Appliqué. Pas brillant. Pas talentueux. Pas prometteur. Appliqué. Comme on parle d'un élève moyen qui compense son manque d'intelligence par du travail acharné. J'ai serré mon verre un peu plus fort. Edgar a obtenu son master avec mention très bien. Ses professeurs le considéraient comme l'un de leurs meilleurs étudiants. Oui, oui, bien sûr. L'université, c'est une chose. Mais le monde réel, c'est autre chose, vous comprenez? Il va falloir qu'il apprenne, qu'il fasse ses preuves. Heureusement, je suis là pour le guider. Il a tapé sur mon épaule, comme on tape sur l'épaule d'un enfant. Ne vous inquiétez pas, Madame Pasquier. Votre fils est entre de bonnes mains maintenant. Puis il est parti rejoindre ses amis, me laissant là, tremblante de rage contenue. Entre de bonnes mains maintenant. Comme si les miennes n'avaient jamais été assez bonnes.
Le dîner a été une longue épreuve. J'étais assise à une table avec mes sœurs, Marguerite et quelques invités que je ne connaissais pas. Loin de la table d'honneur où Edgar et Camille trônaient, entourés par la famille Devereux et leurs amis les plus proches. De temps en temps, Edgar me cherchait du regard. Je lui souriais. Il me souriait en retour. Et je voyais Camille lui murmurer quelque chose à l'oreille, attirer son attention ailleurs. Les discours ont commencé après le dessert. Le père de Camille s'est levé le premier, un verre de cognac à la main. Il a raconté des anecdotes sur l'enfance de sa fille, son intelligence précoce, son goût pour la perfection. Puis il s'est tourné vers Edgar. « Edgar, mon garçon, bienvenue dans la famille. Tu as gagné le cœur de ma fille, et ce n'est pas une mince affaire. Camille est exigeante, tu l'as sûrement compris. » Rire dans l'assemblée. Mais elle a vu en toi quelque chose de spécial. Un potentiel, dirais-je. Et je suis convaincue qu'avec notre soutien, avec notre expérience, tu vas devenir l'homme que Camille mérite. Devenir l'homme que Camille mérite. Pas l'homme qu'il voulait être, l'homme qu'elle mérite. Edgar a hoché la tête, souriant, reconnaissant. Il ne voyait pas l'insulte. Il ne voyait jamais les insultes. Puis c'est Edgar qui s'est levé pour parler. Il a remercié monsieur et madame Devereux pour leur accueil, pour ce mariage magnifique. Il a parlé de Camille avec une tendresse qui m'a brisé le cœur. Et puis, il s'est tourné vers moi. Je voudrais aussi remercier ma mère. Maman, tu as tout sacrifié pour moi. Tu m'as donné une éducation, des valeurs, une force que je n'aurais jamais eue sans toi. Papa serait fier de nous aujourd'hui. Sa voix s'est cassée. Mes larmes ont coulé. Tout ce que je suis, je te le dois. Merci, maman. Je t'aime. Applaudissements polis, quelques sourires émus. Mais j'ai remarqué le regard de monsieur Devereux. Un regard froid, presque agacé. Comme si ce moment d'émotion était déplacé. Comme si Edgar avait commis une faute de goût en me rendant hommage publiquement. La soirée s'est terminée tard. Musique, danse, champagne. Edgar et Camille ont ouvert le bal sur une valse classique. Ils dansaient bien ensemble. Ils avaient l'air d'un couple parfait. Et peut-être qu'ils l'étaient, d'une certaine manière. Parfait pour les photos. Parfait pour les apparences. Je suis partie avant la fin. J'ai embrassé Edgar, lui ai souhaité tout le bonheur du monde. Camille m'a tendu la joue, distraite, déjà tournée vers autre chose. Dans le taxi qui me ramenait à Paris, j'ai regardé défiler les lumières de la ville. J'ai repensé à toute cette journée, aux sourires forcés, aux petites humiliations, aux mots choisis avec soin pour rappeler que je n'étais pas de leur monde. Et j'ai pris une décision. Je ne dirai rien. Je ne ferai rien. Je laisserai Edgar vivre sa vie, faire ses choix, apprendre par lui-même. Parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un, n'est-ce pas? On les laisse partir, même quand on sait qu'ils vont se perdre, même quand on sait qu'ils vont souffrir. On les laisse partir et on attend, en espérant qu'un jour, ils retrouveront le chemin vers la maison, vers nous. Les 2 années qui ont suivi ont été étranges. Edgar m'appelait moins. Nos déjeuners du dimanche sont devenus mensuels, puis occasionnels. Quand il venait, Camille l'accompagnait rarement. Elle a des obligations, disait-il. Des déjeuners avec sa mère, des événements culturels, des choses importantes. Je voyais mon fils changer. Pas brutalement, lentement, comme une photo qui s'efface au soleil. Il parlait différemment, utilisait des expressions que je ne lui connaissais pas. Mon beau-père dit que... Camille pense que... Il ne disait plus « je pense » ou « je crois ». Il rapportait les opinions des autres. Quand il a obtenu son diplôme de master, il est venu me voir avec la bonne nouvelle. « Maman, j'ai terminé. Mention très bien. » Je l'ai serré dans mes bras, fière, heureuse. Ton père serait tellement fier, Edgar. Tellement. Monsieur Devereux m'a proposé un poste dans son entreprise. Directeur adjoint, maman. C'est une chance incroyable. Directeur adjoint. Dans l'entreprise de son beau-père. C'est merveilleux, mon chéri. Tu as travaillé si dur pour ça. Oui, Camille dit que c'est le meilleur moyen pour moi de faire mes preuves, de montrer ce que je vaux. Montrer ce que je vaux. Comme si son diplôme, ses 5 années d'études brillantes ne suffisaient pas. Je n'ai rien dit. J'ai souri. J'ai ressorti les tasses en porcelaine. Nous avons bu du thé ensemble, comme quand il était petit. Mais ce n'était plus pareil. Il regardait son téléphone toutes les 5 minutes. Il est parti au bout d'1 heure. Camille m'attend. Le jour de son premier jour de travail, je n'ai pas pu résister. J'ai acheté des croissants chez le nôtre. Ceux qu'il adorait. J'ai mis ma plus belle tenue.
Et je suis allée lui souhaiter bonne chance. Je pensais le trouver dans un bureau, derrière un ordinateur, en train de diriger, de gérer, de prouver sa valeur. Au lieu de ça, je l'ai trouvé à genoux, avec une brosse, dans les toilettes du sous-sol, et j'ai compris que j'avais eu tort. Tort de me taire, tort d'attendre, tort de croire que l'amour suffisait. Parce que parfois, le silence d'une mère n'est pas de la sagesse, c'est de la lâcheté. Et j'avais été lâche assez longtemps. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en me taisant pendant tout ce temps. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Je suis remontée de ce sous-sol comme une somnambule. Mes jambes bougeaient toutes seules. J'entendais mes talons claquer sur les marches de béton, mais c'était comme si quelqu'un d'autre marchait à ma place. Quelqu'un d'autre traversait ce hall gris et froid. Quelqu'un d'autre poussait la porte vitrée et sortait dans la lumière crue du parking. Ma voiture était garée à l'ombre d'un platane malade. Je me suis assise au volant et j'ai posé le sac de croissants sur le siège passager. Ils étaient encore tièdes. L'odeur du beurre et de la pâte feuilletée remplissait l'habitacle. Une odeur de bonheur simple, d'enfance, de dimanche matin tranquille. J'ai regardé mes mains sur le volant, elles tremblaient. Puis j'ai pleuré. Pas doucement, pas dignement. J'ai pleuré comme on se vide, la bouche ouverte, le souffle coupé, les épaules secouées de sanglots violents. J'ai pleuré pour mon fils à genoux, pour ses yeux remplis de honte quand il m'avait vu, pour sa dignité piétinée, pour son diplôme encadré dans mon salon qui ne servait à rien. J'ai pleuré pour toutes ces années de sacrifice, pour la maison de Versailles vendue, pour les nuits où je travaillais tard pendant qu'Edgar dormait, pour les repas économiques, les vacances annulées, les vêtements portés jusqu'à la corde, pour Philippe qui n'était plus là pour protéger son fils. Et puis, au milieu des larmes, quelque chose s'est cristallisé dans ma poitrine, quelque chose de froid et de dur comme du verre brisé, de la colère. Une colère que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Pas même quand Philippe était mort. Pas même quand je m'étais retrouvée seule avec un enfant de 12 ans et des factures que je ne savais pas comment payer. Cette colère-là était différente. Elle était pure, lucide, presque chirurgicale. J'ai essuyé mes yeux. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Cabinet Levasseur, bonjour. Bonjour, c'est Ethel Pasquier. J'aimerais parler à Maître Levasseur, s'il vous plaît. Un instant, je vous prie. Maître Antoine Levasseur était mon avocat depuis 15 ans. C'est lui qui avait géré la succession de Philippe, la vente de la maison de Versailles, quelques contentieux mineurs avec des propriétaires peu scrupuleux, un homme méticuleux, discret, efficace et surtout loyal. Est-elle? Quelle surprise! Tout va bien? Sa voix était chaleureuse, un peu inquiète. Nous ne nous étions pas parlé depuis 2 ans. Non, Antoine, tout ne va pas bien. J'ai besoin de vous voir, aujourd'hui si possible. Aujourd'hui? C'est urgent? Il y a eu un silence. Puis, 15 heures, ça vous va? Parfaitement. Merci, Antoine. J'ai raccroché, j'ai démarré la voiture, et je suis rentré chez moi. Dans mon appartement, j'ai enlevé ma veste, mes chaussures. Je me suis assise à la table de la cuisine, avec une tasse de thé, toujours les tasses en porcelaine de Limoges, et j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je voulais exactement? Venger Edgar? Oui. Humilier Monsieur Devereux? Peut-être. Mais surtout, je voulais rendre sa dignité à mon fils. Je voulais qu'il comprenne qu'il valait mieux que ça, qu'il n'avait pas besoin de cette famille pour réussir, qu'il était brillant, capable, digne de respect. Et pour ça, il fallait que je sois intelligente, stratégique, patiente. Exactement ce que Philippe m'avait toujours dit. La vengeance à chaud brûle celui qui la porte. La vengeance froide, elle, transforme le monde. À 15 heures précises, j'étais dans le bureau de Maître Levasseur. Un bureau classique, boiserie sombre, bibliothèque remplie de codes juridiques reliés en cuir rouge. L'odeur du papier ancien et du café fort. Antoine s'est levé pour m'accueillir. La soixantaine élégante, cheveux gris argentés, lunettes fines, costume anthracite impeccable. Il m'a serré la main avec chaleur. Est-elle? Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez l'air tourmenté. Je le suis, Antoine. Je lui ai raconté tout. Le mariage, les 2 années de distance croissante, le premier jour de travail d'Edgar, la scène dans le sous-sol, les mots de Monsieur Devereux, le rire de Camille. Antoine m'écoutait en silence, les doigts croisés sous le menton. Quand j'ai eu fini, il a soupiré longuement. C'est odieux, est-elle, vraiment odieux. Mais dites-moi, que voulez-vous que je fasse?
Je veux acheter son entreprise. Le silence s'est abattu dans le bureau comme une pierre dans un puits. Antoine a cligné des yeux. Pardon? Vous m'avez bien entendu? Je veux acheter l'entreprise de Monsieur Devereux. Est-elle, vous réalisez ce que vous dites? Une acquisition d'entreprise, ce n'est pas quelque chose qui se fait sur un coup de tête. Il faut des capitaux considérables, une due diligence approfondie, des négociations qui peuvent prendre des mois. J'ai de l'argent, Antoine. Il m'a regardé avec surprise. Vous avez... Philippe avait une assurance vie dont je ne vous ai jamais parlé. Et ces 15 dernières années, je n'ai presque rien dépensé. J'ai investi, avec prudence, mais régulièrement. J'ai économisé chaque euro que je pouvais mettre de côté. Pour la retraite d'Edgar, je pensais. Pour lui assurer un avenir confortable. J'ai sorti de mon sac une enveloppe contenant mes relevés bancaires, mes placements, mes titres. Combien? A demandé Antoine en feuilletant les documents. Environ 800 000 euros. Il a sifflé doucement. C'est considérable. Mais est-elle, une entreprise comme celle de Devereux, vaut probablement beaucoup plus. Probablement. Mais je veux que vous enquêtiez. Discrètement. Je veux savoir exactement dans quel état se trouve cette entreprise. Ses dettes, ses créanciers, ses faiblesses, tout. Antoine a posé les documents sur son bureau. Il m'a regardé longuement. Est-elle? Je vous connais depuis 15 ans. Vous n'êtes pas une femme impulsive. Vous êtes sûre de ce que vous faites? Absolument. Et Edgar? Il est au courant? Non. Et il ne le sera pas avant que ce soit nécessaire. Si vous achetez l'entreprise de son beau-père, son mariage explosera, je sais. Et vous êtes prête à assumer ça? J'ai pensé à Edgar à genoux, à ses larmes, à sa honte. Oui. Antoine a hoché la tête lentement. Très bien. Je vais mettre quelqu'un là-dessus. Un enquêteur discret. Quelqu'un qui sait fouiller dans les bilans sans faire de bruit. Ça va prendre du temps. Prenez le temps qu'il faut. Mais soyez minutieux. Je veux tout savoir. Nous nous sommes serrés la main. En sortant du cabinet, je me sentais différente, plus légère. Pas apaisée, non, mais en mouvement, en action. Je n'étais plus cette mère impuissante qui regardait son fils souffrir. J'étais une femme avec un plan. Les semaines ont passé lentement, trop lentement. Edgar m'appelait de temps en temps, toujours bref, toujours épuisé. Ça va, maman. C'est juste beaucoup de travail. Monsieur Devereux veut que j'apprenne de la base. C'est normal. De la base, les toilettes, le ménage, les tâches qu'on confie aux stagiaires non payés. Et Camille, elle va bien. Elle est occupée avec ses projets. Il ne disait jamais quel projet. Peut-être qu'il ne savait pas non plus. Un soir, il m'a téléphoné plus tard que d'habitude. Il était 22 heures. J'entendais du bruit derrière lui. Des voix, de la musique. « Maman? Edgar? Tout va bien? »« Oui, oui, je voulais juste entendre ta voix. »« Où es-tu? »« À la maison. Camille organise un dîner. Des amis à elle. Je ne connais personne. Ma gorge s'est serrée. Tu veux que je vienne? »« Non. Non, maman, c'est gentil. C'est juste... Parfois, je me sens un peu seule, tu sais. Seule au milieu d'une foule. Seule dans son propre mariage. Tu peux venir me voir quand tu veux, mon chéri. Ma porte est toujours ouverte. Je sais. Merci, maman. Il faut que j'y retourne. Camille me cherche. Il a raccroché. Et moi, je suis restée assise dans mon salon, avec mon téléphone à la main, regardant le diplôme d'Edgar encadré au-dessus du piano. Tiens bon, mon fils. Tiens bon encore un peu. 6 semaines après ma rencontre avec Antoine, il m'a téléphoné. Est-elle? J'ai des nouvelles. Pouvez-vous passer au cabinet demain? Bonne ou mauvaise nouvelle? Ça dépend de quel point de vue on se place. Pour vous? Excellente. Pour Monsieur Devereux? Catastrophique. Mon cœur s'est accéléré. Je serai là demain à 10 heures. Le lendemain, Antoine a étalé devant moi un dossier épais comme un annuaire. Voilà ce que nous avons découvert. L'entreprise Devereux Fournitures Industrielles est au bord du gouffre. Comment ça? Monsieur Devereux vit au-dessus de ses moyens depuis des années? Le domaine de Fontainebleau? Hypothéqué jusqu'au toit? Les voitures de luxe? Crédit bail? Les dîners somptueux? Les voyages? Le train de vie ostentatoire? Financé par des emprunts à court terme avec des taux d'intérêt catastrophiques. Il a tourné une page. L'entreprise elle-même perd de l'argent depuis 5 ans. Il a perdu plusieurs gros clients au profit de concurrents plus modernes, plus réactifs. Ses stocks sont surévalués. Son équipement est obsolète. Et surtout, il a pointé un chiffre sur un bilan. Il doit près d'1 200 000 € à ses créanciers. Les banques commencent à s'impatienter.
Il y a eu 2 mises en demeure ces 3 derniers mois. Je regardais les chiffres défiler, les dettes, les créances impayées, les comptes dans le rouge. Personne ne sait? Oh, les créanciers savent, les banques savent. Mais M. Devreux est très doué pour maintenir les apparences. Tant qu'il paye les intérêts minimaux, tant qu'il organise de beaux dîners et conduit une belle voiture, personne ne pose de questions. C'est l'illusion du succès. Et s'il ne peut plus payer? Liquidation judiciaire. Dans les 6 mois, je dirais. 1 an maximum. Mon esprit travaillait à toute vitesse. Combien faudrait-il pour racheter l'entreprise? Antoine a sorti une calculatrice. Si vous payez ses dettes et rachetez les parts, je dirais 750 000 €, peut-être 800 000 pour être confortable. Exactement ce que j'avais. Et il accepterait? Est-elle, cet homme est désespéré. Il maintient une façade, mais il se noie. Si vous lui proposez de racheter son entreprise en payant ses dettes, il signera les yeux fermés. Bien sûr, il négociera. Il fera semblant d'hésiter. Mais au fond, vous lui tendez une bouée de sauvetage. Je veux que l'offre reste anonyme. Anonyme? Oui. Je ne veux pas qu'il sache que c'est moi avant la signature finale. Vous pouvez faire ça? Antoine a réfléchi. Nous pouvons créer une société écran, une holding. Vous en serez l'unique actionnaire, mais ça n'apparaîtra pas dans les documents initiaux. C'est possible. Alors faites-le. Est-elle? Une dernière chose. Vous comprenez que si vous faites ça, si vous devenez propriétaire de l'entreprise, je deviendrai la patronne de M. Devreux, et de Camille, et d'Edgar. Oui, je comprends. Votre fils risque de très mal le prendre. Mon fils se fait humilier tous les jours. Il mérite mieux. Il mérite la vérité. Et il mérite que quelqu'un se batte pour lui. Antoine a souri. Un sourire fin, presque admiratif. Philippe serait fier de vous, est-elle. J'ai senti mes yeux piquer. J'espère. J'espère vraiment. Les choses se sont mises en place avec une efficacité terrifiante. Antoine a créé la holding. Patrimoine et Avenir SARL. Un nom neutre, professionnel, sans lien évident avec moi. L'enquêteur a continué à creuser, à rassembler des preuves, à documenter chaque dette, chaque erreur de gestion. Et puis, 2 mois après ma visite dans ce sous-sol, Antoine a pris contact avec M. Devreux, un investisseur intéressé par votre entreprise. M. Devreux a d'abord refusé. Bien sûr, l'orgueil, la fierté. Mon entreprise n'est pas à vendre. Puis Antoine a mentionné, délicatement, qu'il était au courant de certaines difficultés financières. Le ton a changé. Peut-être pourrions-nous discuter? Les négociations ont duré 3 semaines. M. Devreux a fait semblant d'avoir le choix. Il a gonflé la valeur de son entreprise. Il a exigé des clauses, des garanties, des conditions. Antoine a tenu bon, ferme mais poli. Notre client est prêt à payer vos dettes, à reprendre votre personnel, à maintenir l'activité, mais à nos conditions. Finalement, acculé, à court d'options, M. Devreux a accepté. 780 000 €. Dette payée. Entreprise rachetée. Contrat signé. Le jour de la signature finale, j'ai mis ma plus belle tenue. Tailleur bleu marine, escarpin noir, collier de perles, les mêmes que pour le mariage d'Edgar. J'ai retrouvé Antoine dans une salle de réunion feutrée d'un cabinet notarial près de l'opéra. M. Devreux était déjà là, en costume gris, l'air fatigué mais soulagé. Il pensait qu'il s'en sortait bien, qu'il gardait la face. Il ne m'a pas reconnu tout de suite, ou peut-être qu'il ne m'a jamais vraiment regardé. « Monsieur Devreux, » a dit Antoine, « permettez-moi de vous présenter l'actionnaire unique de Patrimoine et Avenir SARL, votre nouvelle patronne, Madame Ethel Pasquier. » J'ai vu son visage changer. D'abord la confusion, puis la reconnaissance, puis l'incrédulité, puis la panique. « Madame Pasquier? Bonjour, Monsieur Devreux. » J'ai tendu la main. Il ne l'a pas prise. C'est une plaisanterie. Pas du tout. Les documents sont en ordre. Maître Levasseur, si vous voulez bien. Antoine a fait glisser le contrat devant Monsieur Devreux. Vous avez déjà signé, monsieur. Tout est légal, je vous assure. Mais pourquoi? J'ai souri. Calmement, sereinement. Parce que vous avez traité mon fils comme une serpillière. Et parce que, contrairement à vous, j'ai su gérer mon argent. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est déjà fait. Edgar ne vous pardonnera jamais. Camille devra s'habituer à avoir une nouvelle hiérarchie. Tout comme vous. J'ai ramassé mon sac. Vous commencez lundi, 8 heures.
Ne soyez pas en retard. Commencez. Mais je ne travaille plus pour... Oh si. Je garde tout le personnel, y compris vous. Après tout, vous connaissez bien l'entreprise, n'est-ce pas? Bien sûr, votre poste change. Vous ne serez plus directeur général. Edgar le sera. Edgar? Oui, mon fils, celui qui a un master en administration avec mention très bien, celui qui mérite ce poste depuis le début. J'ai fait quelques pas vers la porte, puis je me suis retourné. Ah! Et monsieur Devreux? Si vous cherchez du travail lundi matin, les toilettes du sous-sol sont toujours à nettoyer. C'est le seul travail que vous semblez comprendre vraiment. Je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu un bruit sourd. Monsieur Devreux venait de s'effondrer sur sa chaise. Je suis rentré chez moi dans un état second. Pas euphorique, pas triomphante, juste vide. Comme après une longue maladie, quand la fièvre tombe et qu'il ne reste que la fatigue. J'ai posé mon sac sur la console de l'entrée, enlevé mes chaussures, préparé du thé dans une des tasses en porcelaine. Par automatisme, par rituel. Je me suis assise dans le salon, face au diplôme d'Edgar, et j'ai bu lentement, en silence. Qu'est-ce que je venais de faire? J'avais dépensé toutes mes économies. 15 ans d'épargne. Le fruit de tous mes sacrifices, de toutes mes nuits de travail supplémentaires, de tous ces repas simples et de ces vacances inexistantes. J'avais acheté une entreprise au bord de la faillite. J'avais humilié publiquement le beau-père de mon fils. Et dans quelques heures, quelques jours tout au plus, Edgar allait l'apprendre. Comment réagirait-il? Serait-il soulagé? En colère? Blessé? Me remercierait-il ou me reprocherait-il d'avoir détruit son mariage? Je ne savais pas. Et cette incertitude me terrifiait plus que tout. Mon téléphone a vibré. Un message d'Antoine. C'est fait. Document enregistré. Vous êtes officiellement propriétaire. Félicitations, madame la directrice. Madame la directrice. J'ai souri malgré moi. Moi, Ethel Pasquier, veuve, ancienne comptable, mère célibataire qui avait élevé son fils dans un appartement de 3 pièces sans ascenseur, propriétaire d'une entreprise, patronne de l'homme qui avait humilié mon fils. La vie avait parfois un sens de l'ironie déconcertant. Le dimanche suivant, Edgar m'a téléphoné. Sa voix était étrange, tendue. « Maman, je peux passer te voir ?»« Bien sûr, mon chéri, quand tu veux. »« Maintenant, il est à peine 9 heures du matin. Je sais, j'ai besoin de te parler. Mon cœur s'est serré. D'accord, viens, je prépare le petit déjeuner. » Il est arrivé 20 minutes plus tard, en jean et pull gris, pas rasé, les yeux cernés. Il avait l'air d'avoir passé une nuit blanche. Je lui ai ouvert. Il est entré sans un mot, s'est assis à la table de la cuisine. J'ai posé devant lui une tasse de café. Il ne buvait plus de thé depuis son mariage. Camille dit que le café est plus professionnel. Et des tartines. Tu as mangé? Non. Mange. Il a pris une tartine, l'a grignotée mécaniquement. Puis, il a levé les yeux vers moi. Maman, il se passe quelque chose d'étrange à l'entreprise. J'ai senti ma gorge se serrer. C'était le moment. Ah oui? Quoi donc? Monsieur Devreux a organisé une réunion d'urgence vendredi soir. Tout le personnel. Il avait l'air bizarre, comme malade. Il a annoncé que l'entreprise avait été rachetée. Rachetée? Je jouais l'étonnement. Mal, probablement. Oui, par une holding. Patrimoine and Avenir, un truc comme ça. Il a dit que le nouveau propriétaire prendrait ses fonctions lundi, que tout le personnel serait maintenu. Mais il ne voulait pas dire qui c'était. Edgar a bu une gorgée de café. Camille était furieuse. Elle a crié sur son père pendant 1 heure. Elle l'accusait d'avoir bradé l'entreprise familiale, de les avoir trahis. Lui répétait qu'il n'avait pas eu le choix, que c'était ça ou la faillite. Il a secoué la tête. « Je ne comprends rien, maman. Comment une entreprise aussi solide peut-elle être rachetée comme ça, du jour au lendemain? » Solide. Il croyait encore que l'entreprise était solide. « Edgar, tu connais vraiment l'état financier de cette entreprise ?» Il m'a regardé avec surprise. « Quoi? As-tu déjà vu les bilans? Les comptes? Les dettes? » Non, Monsieur Devreux dit que je dois d'abord apprendre le terrain, que les chiffres viendront plus tard. Le terrain, les toilettes. Mon chéri, cette entreprise n'est pas solide. Elle ne l'a jamais été. Comment tu peux savoir ça? Je me suis assise en face de lui. J'ai pris sa main dans la mienne. Elle était froide. Parce que c'est moi qui l'ai rachetée. Le silence. Un silence si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Edgar me regardait. Bouche ouverte. Yeux écarquillés. Comme si je venais de parler en chinois. Quoi? C'est moi, Edgar.
Patrimoine et avenir. C'est ma société. J'ai racheté l'entreprise de ton beau-père. Tu plaisantes. Non. Il a retiré sa main, s'est levé, a fait 3 pas en arrière. Non, non, ce n'est pas possible. Tu n'as pas cet argent. Tu ne peux pas avoir. J'ai épargné pendant 15 ans. L'assurance vie de ton père, mes économies, tout ce que je gagnais en plus de ce dont nous avions besoin. Je l'ai investi, prudemment. Et quand j'ai appris que l'entreprise de Monsieur Devreux était criblée de dettes, mais c'est n'importe quoi. 1 200 000 € de dettes, Edgar. Des créanciers qui menacent, des banques qui s'impatientent, une faillite programmée dans moins d'1 an. Il secouait la tête, incrédule. Non, non, Monsieur Devreux aurait dit quelque chose. Camille savait. Quoi? Elle savait que son père était au bord du gouffre. Pourquoi crois-tu qu'elle t'a épousé, Edgar? Il a reculé comme si je l'avais giflé. Comment oses-tu? Tu avais un diplôme brillant, une mère qui avait de l'argent, du moins c'est ce qu'il pensait. Tu étais la bouée de sauvetage parfaite, intelligent, travailleur, malléable. Quelqu'un qui ne poserait pas trop de questions, quelqu'un qui obéirait. Arrête, quelqu'un qu'on pourrait mettre à genoux avec une brosse à toilette sans qu'il se rebelle. Arrête! Edgar criait. Il ne criait jamais. Ses yeux brillaient de larmes contenues. Tu mens, parce que tu n'as jamais aimé Camille, parce que tu es jalouse, parce que tu ne supportes pas que j'ai une vie sans toi. Chaque mot était un coup de poignard, mais je devais tenir bon. Edgar, assieds-toi, s'il te plaît. Non, assieds-toi et écoute-moi. Il est resté debout, tremblant, les poings serrés. Mais il s'est tu. Le jour de ton premier travail, je suis venu te voir, avec des croissants de chez le nôtre, ceux que tu aimais quand tu étais petit. Je voulais te souhaiter bonne chance. Ma voix s'est brisée, et je t'ai trouvé à genoux, dans les toilettes du sous-sol, avec une brosse dans les mains. Edgar a fermé les yeux. J'ai entendu ton beau-père dire « C'est le seul travail que cet idiot sait faire ». Camille était là. Elle souriait. Et toi tu as pleuré quand tu m'as vu. De honte. Les larmes coulèrent maintenant sur mes joues. Tu as un master avec mention, très bien. Tu as étudié pendant 5 ans. J'ai tout sacrifié pour que tu aies cette éducation, pour que tu aies cette dignité. Et cet homme t'a mise à genoux. Edgar s'est effondré sur la chaise, la tête dans les mains. Je pensais que c'était temporaire, que je devais faire mes preuves, que c'était normal de commencer par le bas. Commencer par le bas, oui, mais pas être écrasé, pas être humilié. Edgar, tu vaux tellement plus que ça. Il sanglotait maintenant. Des sanglots profonds, silencieux, qui secouaient tout son corps. Je ne sais plus quoi penser, maman. Je ne sais plus qui croire. Je me suis levée. J'ai contourné la table. Je l'ai pris dans mes bras comme quand il était petit. Il s'est accroché à moi. Camille. Elle-même? Je ne sais pas, mon chéri. Peut-être à sa manière. Mais l'amour ne devrait jamais te faire sentir aussi petit. Nous sommes restés comme ça longtemps. Lui dans mes bras. Moi caressant ses cheveux. Comme 20 ans plus tôt, quand Philippe venait de mourir et qu'Edgar ne savait plus comment respirer. Finalement, il s'est dégagé. S'est essuyé les yeux. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Lundi, je vais à l'entreprise. Je prends mes fonctions. Je paie les dettes. Je remets l'entreprise sur les rails. Et Monsieur Devreux, il garde un poste, mais plus comme directeur. Et moi, j'ai pris son visage entre mes mains. Toi, mon amour, tu vas devenir ce que tu aurais toujours dû être, directeur général. Maman, je ne peux pas. Tu le peux, tu le mérites, et tu vas le prouver. Pas à ton beau-père, pas à Camille, à toi-même. Il a hoché la tête lentement, comme un enfant qui apprend à marcher. Camille va me détester. Peut-être, ou peut-être qu'elle va enfin te voir tel que tu es vraiment. Et si notre mariage ne survit pas? J'ai senti mon cœur se briser. Alors tu survivras. Parce que tu es fort, parce que tu es brillant, parce que tu es mon fils. Il est parti 1 heure plus tard, moins tremblant, toujours confus, mais différent, comme si quelque chose s'était réveillé en lui. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, il se tenait un peu plus droit. Le soir même, Camille a débarqué chez moi. Elle n'a pas frappé. Elle a sonné 3 fois, violemment, puis a tambouriné à la porte. « Madame Pasquier, ouvrez !» J'ai ouvert calmement. Elle se tenait sur le palier, le visage rouge de colère, les yeux brillants de rage. « Vous? Comment avez-vous osé ?»« Bonsoir, Camille. Voulez-vous entrer ?»« Je n'entrerai pas chez vous.
Je veux juste comprendre comment une femme peut détruire le mariage de son propre fils. Détruire? J'ai acheté une entreprise. C'est du commerce, pas du sabotage. Vous avez humilié mon père. Votre père a humilié mon fils. Pendant des mois. Edgar devait apprendre. À nettoyer des toilettes? Avec un master en administration? Elle a serré les poings. Vous ne comprenez rien. Rien du tout. Edgar n'était pas prêt. Il fallait qu'il comprenne comment fonctionne vraiment une entreprise, de bas en haut. Et vous, Camille, qu'est-ce que vous comprenez au travail? Vous qui n'avez jamais travaillé un seul jour de votre vie? Parce que je n'ai pas besoin de travailler. Mon père, votre père est ruiné. Il doit plus d'1 million d'euros. Il vivait dans le mensonge depuis des années. Et vous le saviez. Elle a pâli. Vous mentez. Non. Et vous le savez très bien. J'ai fait un pas vers elle, calmement, dignement. Vous avez épousé Edgar parce que vous pensiez qu'il serait facile à contrôler. Brillant, oui, mais docile. Vous pensiez que sa mère comptable avait peut-être un peu d'argent à vous offrir quand elle mourrait. Vous pensiez qu'il travaillerait gratuitement pour sauver l'entreprise de votre père. C'est faux, j'aime Edgar. Alors pourquoi avez-vous souri quand votre père l'a traité d'idiot? Le silence. Elle ne répondait pas. Lundi matin, Camille, je prends mes fonctions. Edgar devient directeur général. Votre père garde un poste, mais en tant qu'employé. Si vous voulez rester marié à mon fils, vous allez devoir apprendre à le respecter. Jamais, jamais je ne... Alors demandez le divorce, mais sachez que vous ne toucherez rien. Edgar n'a rien à son nom. Tout ce que j'ai est à moi. L'entreprise est à moi. Je me suis reculée. Bonne soirée, Camille. À lundi. J'ai fermé la porte. Derrière, je l'ai entendu crier, frapper contre le bois, puis des sanglots, puis le bruit de ses talons qui s'éloignaient dans l'escalier. Je me suis appuyée contre la porte, les jambes tremblantes. C'était fait. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lundi matin, je me suis réveillée à 5 heures. Pas à cause d'un réveil, à cause de l'angoisse qui me serrait la poitrine comme un étau. Je suis restée allongée dans le noir, écoutant les bruits de la ville qui s'éveillait lentement, les premiers autobus, les volets qui s'ouvraient, le boulanger d'en bas qui livrait ses premières fournées. Qu'est-ce qui m'attendait aujourd'hui? J'allais entrer dans une entreprise que je ne connaissais pas, diriger des employés qui me prendraient pour une intruse, affronter l'hostilité de M. Devreux et peut-être même celle de mon propre fils. J'avais acheté cette entreprise par colère, par amour, par désir de justice. Mais étais-je vraiment capable de la diriger? J'ai pensé à Philippe, à ce qu'il aurait dit. Est-elle? Tu as toujours été plus forte que tu ne le crois. Fais-leur voir qui tu es vraiment. Je me suis levée, douchée, habillée avec soin. Tailleur noir strict, chemisier blanc, escarpin à talons moyens, assez élégant pour imposer le respect, assez confortable pour tenir toute la journée. J'ai attaché mes cheveux en chignon serré, mis le collier de perles. En passant devant le salon, j'ai regardé le diplôme d'Edgar. Pour toi, mon fils. Tout ça, c'est pour toi. J'ai pris mon sac, mes clés, et je suis partie. L'entreprise Devereux Fournitures Industrielles se trouvait à une 40aine de minutes de Paris, dans une zone industrielle de Marne-la-Vallée. Un bâtiment gris et fonctionnel, entouré d'un parking trop grand où seule une dizaine de voitures étaient égarées. Il était 7h45 quand je suis arrivée. 15 minutes d'avance. Toujours arrivé en avance. C'était une des règles de Philippe. J'ai poussé la porte vitrée. La réceptionniste, une jeune femme d'une 30aine d'années, blonde, maquillage discret, a levé les yeux de son écran. « Bonjour, vous avez rendez-vous ?»« Non, je suis Ethel Pasquier, la nouvelle propriétaire. » Elle a écarquillé les yeux. « Oh, Personne ne m'avait prévenu que... » Ce n'est pas grave. Pourriez-vous réunir tout le personnel dans la salle de réunion à 8 heures, s'il vous plaît? Tout le personnel? Oui, tout le monde. Elle a hoché la tête, déjà au téléphone. J'ai monté les escaliers vers le premier étage. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang cogner dans mes tempes. Le couloir sentait le café et le papier. Des bureaux alignés, des portes fermées, des voix étouffées. Au fond du couloir, une porte plus grande. Une plaque dorée, direction générale, Monsieur Devreux. J'ai tourné la poignée. La porte n'était pas fermée à clé. Le bureau était spacieux, trop spacieux. Une grande table en bois sombre, des fauteuils en cuir, des étagères remplies de classeurs poussiéreux. Au mur, des photos encadrées. Monsieur Devereux serrant des mains, coupant des rubans, souriant à des événements professionnels. Partout,
son image, son ego étalé comme un trophée. J'ai posé mon sac sur le bureau, enlevé mon manteau, respiré profondément. C'était mon bureau maintenant. À 8 heures précises, je suis descendu à la salle de réunion. Tout le personnel était là. Une vingtaine de personnes. Employés administratifs, commerciaux, magasiniers, techniciens. Certains assis, d'autres debout contre les murs. Tous me regardaient avec curiosité, méfiance, incompréhension. Monsieur Devreux était au fond de la salle, les bras croisés, le visage fermé. Il portait un costume froissé, comme s'il l'avait enfilé à la hâte. Ses yeux étaient rouges. Il n'avait pas dû dormir. Edgar était là aussi, assis au premier rang. Il ne me regardait pas. Il fixait ses mains posées sur la table. Camille n'était pas là. Évidemment. J'ai pris place devant eux. Debout, droite, calme. Bonjour à tous, je suis Ethel Pasquier. Depuis vendredi dernier, je suis l'unique propriétaire de cette entreprise. Des murmures, des regards échangés. Je sais que cette nouvelle est un choc. Je sais que vous vous posez des questions. Je vais être clair et honnête avec vous. J'ai sorti une feuille de mon sac. Cette entreprise est endettée à hauteur d'1 200 000 €. Elle perd de l'argent depuis 5 ans. Sans intervention rapide, elle aurait été en liquidation judiciaire dans moins d'1 an. Le silence était total. Je ne suis pas là pour fermer cette entreprise. Je suis là pour la sauver, pour payer les dettes, pour moderniser les équipements, pour récupérer les clients perdus. Et surtout, pour vous garder tous. J'ai vu des visages se détendre légèrement. Mais cela va demander du travail, de la rigueur, des changements, et un nouveau directeur général. Tous les regards se sont tournés vers Monsieur Devreux. Il a pâli. Edgar Pasquier, mon fils, sera votre nouveau directeur général. Il a un master en administration des entreprises avec mention très bien. Il connaît déjà cette entreprise. Et surtout, il a les compétences et la vision nécessaires pour la relancer. Edgar a relevé la tête brusquement. Ses yeux étaient écarquillés. Maman, Monsieur Devreux conserve un poste au sein de l'entreprise, en tant que conseiller technique. Son expérience sera précieuse. Monsieur Devreux a explosé. Conseiller technique? Vous plaisantez? C'est mon entreprise. C'est moi qui l'ai construite. C'était votre entreprise, Monsieur Devreux. Vous l'avez construite, oui, et vous l'avez détruite. Vous avez contracté des dettes irresponsables. Vous avez négligé vos clients. Vous avez vécu au-dessus de vos moyens pendant que vos employés trimaient pour un salaire de misère. Il a fait un pas vers moi, menaçant. Vous n'avez pas le droit? J'ai tous les droits. Je suis propriétaire. Les documents sont signés, enregistrés, légaux. Si vous n'êtes pas satisfait de votre nouveau poste, la porte est là. Il tremblait de rage. Vous faites ça par vengeance. Parce que votre fils? Parce que mon fils a été traité comme un chien. Parce que vous l'avez mis à genoux avec une brosse à toilette, alors qu'il a plus de diplômes et d'intelligence dans son petit doigt que vous n'en aurez jamais. Des murmures choqués dans la salle. Les employés se regardaient. Edgar a nettoyé les toilettes? A murmuré quelqu'un. Monsieur Devreux a pointé un doigt tremblant vers moi. Vous allez le regretter. Camille ne vous pardonnera jamais. Edgar non plus. Vous détruisez votre propre famille. Non, Monsieur Devreux. C'est vous qui avez essayé de détruire mon fils. Moi, je le sauve. Il a tourné les talons et est sorti en claquant la porte. Le silence était assourdissant. J'ai pris une longue inspiration. Je sais que tout ceci est inhabituel, mais je vous demande de me faire confiance, de faire confiance à Edgar. Donnez-nous 3 mois. Si dans 3 mois, l'entreprise n'est pas redressée, si vous n'êtes pas payé correctement, si les choses ne s'améliorent pas, vous pourrez partir avec une lettre de recommandation signée de ma main. Un homme au fond de la salle a levé la main. La cinquantaine, cheveux gris, combinaison de travail. Et nos salaires en retard? On nous doit 2 mois. Vous serez payé cette semaine, avec les intérêts de retard. Des murmures soulagés. D'autres questions? Une femme, commerciale d'après son badge, a levé la main timidement. Madame Pasquier, vous avez vraiment l'intention de diriger vous-même? Non, Edgar dirigera. Moi, je superviserai. J'ai été comptable toute ma vie. Je sais lire un bilan. Je sais où couper les dépenses inutiles et où investir intelligemment. Mais c'est Edgar qui prendra les décisions stratégiques. J'ai regardé mon fils. Il était figé, livide. Edgar, tu veux dire quelque chose? Il s'est levé lentement. Toutes les têtes se sont tournées vers lui. Je ne sais pas quoi dire. Sa voix tremblait. Je sais que vous ne me connaissez pas vraiment, que vous m'avez vu dans des situations humiliantes,
mais je vous promets que je vais tout faire pour que cette entreprise réussisse, que vous soyez payé correctement, que vous ayez de bonnes conditions de travail. Il a regardé vers la porte par où M. Devreux était sorti. Je ne veux pas de vengeance, je ne veux pas d'humiliation. Je veux juste faire du bon travail. Un silence. Puis quelqu'un a applaudi. Puis un autre. Puis toute la salle. Edgar a souri. Un sourire tremblant, incertain, mais réel. La journée a été épuisante. J'ai passé des heures avec le comptable de l'entreprise. Un homme anxieux d'une 50aine d'années qui m'a montré tous les bilans, toutes les dettes, tous les créanciers. Les chiffres étaient encore pires que ce qu'Antoine m'avait dit. Edgar et moi avons déjeuné ensemble dans son nouveau bureau, l'ancien bureau de M. Devreux. Il n'avait presque rien mangé. « Maman, je ne suis pas sûre d'être capable. »« Tu es capable. Et si j'échoue ?»« Tu n'échoueras pas. » Camille ne m'a pas appelé. Pas un message. Rien. Ma gorge s'est serrée. Elle a besoin de temps. Elle me déteste. Peut-être. Ou peut-être qu'elle réalise enfin qui tu es vraiment. Il a hoché la tête, sans conviction. À 18h, je suis rentrée chez moi, épuisée. J'ai enlevé mes chaussures, préparé du thé, et je me suis effondrée sur le canapé. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. « Allô? Madame Pasquier ?» Une voix de femme, froide, autoritaire. « Oui? Ici, Madame Devreux, la mère de Camille. » Mon cœur s'est serré. « Bonsoir, madame. Je ne vous appelle pas pour échanger des politesses. Je vous appelle pour vous dire que vous venez de détruire 2 familles, la vôtre et la nôtre. Je ne vois pas les choses ainsi. Camille a demandé le divorce. Le monde s'est arrêté. Pardon? Elle ne peut pas rester mariée au fils de la femme qui a humilié son père. C'est impossible. Socialement, moralement. J'ai fermé les yeux. Edgar est au courant? Elle le lui annoncera ce soir. Madame Devreux, ne me parlez pas. Vous avez gagné votre petite guerre, mais vous avez perdu votre fils. J'espère que votre vengeance en valait la peine. Elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, tremblante. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais sauvé la dignité d'Edgar, mais j'avais détruit son mariage. J'avais voulu lui rendre justice, mais je l'avais brisé. Edgar est venu chez moi vers 22h. Il avait pleuré. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Il tenait un sac de voyage à la main. Elle veut divorcer. Je sais. Sa mère m'a appelé. Elle dit qu'elle ne peut pas rester avec moi, que c'est trop humiliant pour sa famille, que je dois choisir entre elle et toi. Il s'est effondré sur le canapé. Je l'aime, maman. Malgré tout, je l'aime encore. Je me suis assise à côté de lui. J'ai pris sa main. Je sais, mon chéri. Oh, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu ne m'as pas laissé gérer moi-même? Parce que tu étais en train de disparaître. Parce que je t'ai vu à genoux et que j'ai compris que si je ne faisais rien, tu te perdrais complètement. Et maintenant, j'ai tout perdu. Non, tu as perdu une femme qui ne te respectait pas, mais tu as retrouvé ta dignité. Ma dignité ne me réchauffe pas la nuit, maman. Il s'est levé. Je vais dormir ici ce soir, dans ma chambre, comme quand j'étais petit, si ça ne te dérange pas. Ça ne me dérange pas. Il est parti dans sa chambre, la chambre que j'avais gardée intacte, ses livres, ses posters, son lit étroit. Je suis restée dans le salon, seule, avec ma tasse de thé froid et mon téléphone silencieux. J'avais gagné une entreprise, mais j'avais perdu mon fils, et je ne savais pas si je pourrais jamais le récupérer. Les 3 mois qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Plus difficiles même que les mois qui avaient suivi la mort de Philippe, parce qu'avec Philippe, la douleur était claire, nette. Je savais que je pleurais un homme bon, un mari aimant, un père dévoué. Le deuil avait un sens. Mais là, je ne savais pas ce que je pleurais exactement. Le mariage de mon fils? Oui, mais aussi l'illusion que j'avais eue. L'illusion qu'on peut sauver quelqu'un malgré lui. L'illusion que l'amour d'une mère suffit à tout réparer. Edgar vivait chez moi, dans sa chambre d'enfant. Il partait tôt le matin pour l'entreprise et rentrait tard le soir. Nous dînions ensemble en silence. Il mangeait peu, parlait moins encore. Il était poli, distant, comme un locataire qui respecte les règles de la maison. Mais il n'était plus mon fils, du moins pas le fils que je connaissais. À l'entreprise, pourtant, quelque chose changeait. Edgar travaillait comme un forcené. Il arrivait le premier, partait le dernier. Il rencontrait tous les employés un par un, écoutait leurs problèmes, leurs suggestions. Il reprenait contact avec les anciens clients, leur proposait de nouveaux contrats, de meilleures conditions. Je le voyais se transformer, pas en un homme nouveau,
Non, plutôt en l'homme qu'il aurait toujours dû être. L'homme que Philippe aurait reconnu. Il avait restructuré les équipes, modernisé les processus, négocié avec les fournisseurs pour obtenir de meilleurs prix. En 2 mois, il avait récupéré 3 gros clients que M. Devreux avait perdus. Les employés commençaient à lui faire confiance, à le respecter. « Votre fils est impressionnant », m'avait dit le comptable un après-midi. Il a un vrai talent pour ça, un sens stratégique que je n'avais jamais vu chez M. Devreux. J'avais souri, fièrement, tristement, parce qu'Edgar ne me racontait rien de tout ça. Il ne partageait plus ses victoires avec moi. Il les gardait pour lui, comme s'il construisait une vie parallèle dans laquelle je n'avais plus ma place. M. Devreux, lui, était devenu une ombre. Il venait encore à l'entreprise, parce qu'il avait besoin du salaire, parce qu'il n'avait nulle part où aller. Mais il n'était plus rien, un employé comme les autres, moins respecté encore. Il travaillait à l'inventaire, vérifiait les stocks, remplissait des tableaux Excel, des tâches administratives basiques qu'on aurait pu confier à un stagiaire. Je le croisais parfois dans les couloirs. Il ne me regardait jamais. Il baissait les yeux, serrait les dents et continuait son chemin. Un jour, je l'ai vu dans la salle de pause, seul, devant une machine à café qui ne fonctionnait plus. Il appuyait sur les boutons mécaniquement, encore et encore, comme s'il ne comprenait pas pourquoi rien ne se passait. J'ai hésité, puis je me suis approché. Elle est cassée depuis hier. Edgar a commandé une nouvelle. Il s'est raidi, n'a rien dit. Monsieur Devreux, qu'est-ce que vous voulez? Me voir ramper? M'excuser? Non, je voulais juste... Vous avez gagné, Madame Pasquier. Vous avez eu votre vengeance, mon entreprise, ma dignité, ma fille qui ne me parle plus. Vous avez tout pris. Je n'ai jamais voulu... Vous ne vouliez pas quoi? Me détruire? Alors pourquoi vous l'avez fait? Il me regardait enfin. Ses yeux étaient rouges, vieillis, épuisés. Vous savez ce qui est drôle? Je pensais vraiment aider Edgar. Je pensais qu'il devait apprendre l'humilité, que son diplôme ne suffisait pas, qu'il devait comprendre que le monde réel n'est pas l'université. Il a ri amèrement. Mais j'avais tort. Vous aviez raison. Edgar est brillant. Il a sauvé cette entreprise en 3 mois, quelque chose que je n'ai pas réussi à faire en 30 ans. Sa voix s'est brisée. Et maintenant, je travaille pour lui, pour le fils de la femme que je méprisais. C'est ça, la justice, Madame Pasquier? Non, c'est ça, le karma. Il a hoché la tête lentement. Oui, le karma. Il est parti, les épaules voûtées, les mains tremblantes. Et moi, je suis restée là, debout, devant cette machine à café cassée, avec un sentiment étrange dans la poitrine. Pas de la satisfaction, pas de la joie, de la pitié, parce que Monsieur Devreux n'était plus un monstre. Il n'était plus un tyran. Il était juste un vieil homme qui avait tout perdu à cause de son orgueil. Et je savais exactement ce que ça faisait. Un soir, 3 mois après le rachat de l'entreprise, Edgar est rentré plus tôt que d'habitude. Il s'est assis à table. J'avais préparé une blanquette de veau, celle qu'il aimait autrefois. Il en a mangé quelques bouchées en silence. Puis, il a posé sa fourchette. « Maman, il faut qu'on parle. » Mon cœur s'est serré. « D'accord. Je vais chercher un appartement. » Oh, ce n'est pas que je ne suis pas bien ici, mais j'ai besoin de mon propre espace, de reconstruire ma vie. Je comprends. Il a joué avec sa serviette. Le divorce sera prononcé le mois prochain. Camille ne demande rien. Pas de pension, pas de partage. Elle veut juste partir. Et toi, tu vas bien? Non, mais je vais mieux. Il a levé les yeux vers moi. Je t'en ai voulu, tu sais. Pendant longtemps, je pensais que tu avais détruit mon mariage par jalousie, par possessivité. J'ai senti mes yeux piquer. Et maintenant? Maintenant, je comprends. Camille ne m'a jamais aimé. Pas vraiment. Elle aimait l'idée de moi, le mari docile, le gendre parfait. Mais pas moi. Il a respiré profondément. Ces 3 derniers mois, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'exister vraiment, de prendre des décisions, d'être respectée pour ce que je suis, pas pour ce que quelqu'un voulait que je sois. Je suis fière de toi, Edgar. Je sais. Et c'est pour ça que je dois partir. Parce que tant que je vis ici, je serai toujours ton petit garçon. Et j'ai besoin d'être un homme. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. Tu as raison. Tu as entièrement raison. Nous avons terminé le dîner en silence. Mais ce n'était plus le même silence. Ce n'était plus un silence de distance. C'était un silence de compréhension. Un mois plus tard,
Edgar a emménagé dans un petit appartement près de l'entreprise. 2 pièces, lumineux, avec un balcon qui donnait sur un parc. Il m'a invité pour le pendaison de crémaillère. Juste lui et moi. Nous avons bu du thé dans ses nouvelles tasses. Pas en porcelaine, juste des mugs blancs simples. « Qu'est-ce que tu as fait du diplôme ?» m'a-t-il demandé. « Il est toujours chez moi, au-dessus du piano. Je peux le récupérer ? Bien sûr. Je veux l'accrocher ici, dans mon bureau, pour me rappeler d'où je viens. » Il a souri. Et pour me rappeler que ma mère a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Je me suis levée. Je l'ai serré dans mes bras. Je crois toujours en toi. Je sais. 6 mois après le rachat, l'entreprise était redevenue rentable. Les dettes étaient payées. Les clients étaient revenus. Les employés touchaient des primes pour la première fois depuis des années. Edgar était respecté. Aimé même. Et Monsieur Devreux ? Il travaillait toujours là. Silencieux, efficace dans son petit rôle, mais diminué, comme un roi déchu qui accepte enfin sa condition de mortel. Un jour, je l'ai croisé dans le parking. Il montait dans une vieille Renault rouillée. Plus de voiture de luxe, plus de chauffeur. Monsieur Devreux ? Il s'est retourné, méfiant. Oui, je voulais vous dire, Edgar fait du bon travail. Vraiment, vous devriez être fier. Il a cligné des yeux. Fier ? Oui. Il a sauvé votre entreprise. Ce n'est plus mon entreprise. Non, mais c'est votre héritage, d'une certaine manière. Il est resté silencieux un long moment. Puis, vous savez ce qui est étrange, Madame Pasquier ? Je le détestais au début. Votre fils, je le trouvais trop doux, trop intellectuel, pas assez viril. Il a souri tristement. Mais il est 10 fois l'homme que je n'ai jamais été. Il est monté dans sa voiture et est parti. Et moi, je suis restée là, dans ce parking vide, en comprenant quelque chose d'important. La vengeance n'avait jamais été mon but. La justice, oui, mais surtout, la transformation. J'avais transformé Edgar, en lui rendant sa dignité. J'avais transformé Monsieur Devreux, en lui montrant les conséquences de son orgueil. Et je m'étais transformée moi-même. J'avais appris qu'une mère ne peut pas toujours protéger son enfant de la douleur, mais elle peut lui apprendre à se relever, à se battre, à croire en lui. Et parfois, c'est tout ce qui compte. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi. J'ai préparé du thé dans ma tasse en porcelaine. Je me suis assise dans le salon. Le diplôme d'Edgar n'était plus au mur. Il avait laissé un rectangle plus clair sur la peinture, comme une cicatrice. Mais ce n'était pas grave, parce que Edgar n'avait plus besoin que je garde son diplôme pour lui. Il le portait lui-même maintenant, dans son bureau, dans sa vie, dans son cœur. J'ai bu mon thé lentement. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Vraiment souri. 2 ans ont passé. 2 ans pendant lesquels la vie a suivi son cours, tranquillement, inexorablement, comme une rivière qui finit toujours par trouver son chemin vers la mer. L'entreprise prospérait. Edgar avait doublé le chiffre d'affaires. Il avait ouvert une antenne à Lyon, embauché 15 nouveaux employés, modernisé tout l'équipement. Les clients parlaient de lui avec respect. Les concurrents le prenaient au sérieux. Il était devenu exactement ce que Philippe aurait voulu qu'il soit. Un homme intègre, brillant, respecté. Moi, j'avais progressivement pris du recul. Je n'allais plus à l'entreprise que 2 fois par semaine, pour superviser les comptes, pour signer quelques documents. Mais surtout, j'avais laissé Edgar diriger. Vraiment diriger. Parce qu'un fils ne grandit jamais complètement tant que sa mère regarde par-dessus son épaule. Edgar avait refait sa vie, doucement. Il était sorti avec quelques femmes, rien de sérieux. Il me disait qu'il n'était pas pressé, qu'il apprenait à se connaître lui-même avant de chercher quelqu'un d'autre. Je ne veux plus être la moitié de quelqu'un, maman. Je veux être entier. Ces mots m'avaient rempli de fierté. Nous déjeunions ensemble tous les dimanches, parfois chez moi, parfois chez lui. Nous parlions de tout, de l'entreprise, de politique, de livres, de Philippe. Notre relation avait changé. Nous n'étions plus mère et enfant. Nous étions 2 adultes qui s'aimaient et se respectaient. Un jour d'automne, j'ai reçu un appel inattendu. Madame Pasquier, une voix d'homme, âgée, fatiguée. Oui, c'est Henri Devreux. Je me suis figée. Monsieur Devreux ? Oui, je sais que je n'ai aucun droit de vous appeler, mais j'aurais besoin de vous parler, en personne, si possible. À quel sujet ? Un long silence. Ma femme, elle est à l'hôpital. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de l'hôpital Cochin. Un petit café sans prétention, avec des chaises en formica et un comptoir usé.
Monsieur Devereux avait vieilli de 10 ans en 2 ans. Ses cheveux étaient complètement blancs. Son visage était creusé, marqué. Ses mains tremblaient légèrement quand il a pris sa tasse de café. « Merci d'être venu. Comment va votre femme ? Cancer du pancréas. Stade 4. Les médecins disent qu'il lui reste 3 mois. Peut-être 4. Je suis désolé. Oui, moi aussi. Il a bu une gorgée de café. Elle me demande de lui pardonner. Vous pardonnez ? De l'avoir quitté ? J'ai froncé les sourcils. Je ne comprends pas. Il a souri tristement. Elle est partie il y a 1 an. Elle a demandé le divorce. Elle disait qu'elle ne supportait plus de vivre avec un homme diminué, un raté, quelqu'un qui avait tout perdu. Il a posé sa tasse. Elle a pris tout ce qui restait, le domaine de Fontainebleau, enfin, ce que les créanciers n'avaient pas saisi, quelques meubles, les bijoux de famille, et elle est partie vivre avec un de ses amis, un galeriste, quelqu'un de son niveau, disait-elle. Je ne savais pas quoi dire. Et Camille ? Camille a coupé les ponts avec moi, complètement. Elle dit que je l'ai déshonorée, que c'est de ma faute si elle a perdu Edgar, si sa vie est ruinée. Il a ri amèrement, comme si c'était moi qui avais demandé le divorce, comme si c'était moi qui avais refusé de rester avec un homme bon sous prétexte que sa mère m'avait humiliée. Il m'a regardé dans les yeux. Vous savez ce qui est drôle ? Edgar lui aurait pardonné, s'il elle était revenue, s'il elle avait admis ses torts. Il l'aimait vraiment. Je sais, mais elle était trop fière, trop, comme moi. Un long silence. Et maintenant, ma femme est en train de mourir, seule, parce que son galeriste l'a quittée dès qu'elle est tombée malade. Trop compliqué, apparemment. Pas assez glamour. Il a essuyé ses yeux. Elle n'a plus personne. Même Camille refuse de venir. Alors elle m'a appelé. Moi, l'homme qu'elle a quitté, l'homme qu'elle méprisait. Et vous êtes venu. Oui, parce que malgré tout, nous avons été mariés pendant 35 ans. Parce que nous avons eu Camille ensemble. Parce que je comprends maintenant ce que c'est que d'être seul, abandonné, jugé. Il a regardé par la fenêtre. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne, n'est-ce pas, Madame Pasquier ? J'ai pensé à cette phrase que j'avais imaginée il y a longtemps, pour une histoire que je n'avais jamais racontée. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Oui, c'est vrai. Elle m'avait traité de raté, d'homme fini. Et des années plus tard, elle se retrouve dans un couloir d'hôpital, seule, abandonnée par tous ceux qu'elle pensait être ses amis. Il s'est levé. Je ne vous demande rien, Madame Pasquier. Je voulais que vous sachiez, que vous aviez raison, sur tout, sur moi, sur Camille, sur Edgar, Monsieur Devereux, Henri. Appelez-moi Henri, je ne mérite plus de formalités. Henri, je ne voulais pas détruire votre vie, je voulais juste protéger mon fils. Et vous l'avez fait, brillamment. Edgar est un homme remarquable, un patron juste, un leader respecté. Il a mis la main dans sa poche, en a sorti une enveloppe. Je démissionne. C'est ma lettre. Je pars à la fin du mois. Vous n'êtes pas obligé. Si, je dois. Travailler sous les ordres de l'homme que j'ai humilié, c'est ma punition. Et je l'ai accepté. Mais maintenant, ma femme a besoin de moi. Pour ces derniers mois, c'est le minimum que je puisse faire. Il a posé l'enveloppe sur la table. Dites à Edgar que je suis désolé. Vraiment désolé. Dites-le lui vous-même. Je ne peux pas. Je n'en ai pas le courage. Il est sorti du café. Je suis restée là avec cette enveloppe blanche, cette lettre de démission et un sentiment étrange dans la poitrine. Pas de triomphe, pas de satisfaction. Juste une profonde tristesse pour tout ce gâchis. J'ai donné la lettre à Edgar le dimanche suivant. Il l'a lue en silence. Madame Devereux est malade ? Oui, phase terminale. Et Camille ? Elle refuse de voir ses parents. Edgar a secoué la tête. C'est triste, tellement triste. Tu voulais lui parler ? À Monsieur Devereux ? Non. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que je lui dirais ? Que tu lui pardonnes ? Il a réfléchi longuement. Je ne sais pas si je lui pardonne, mais je ne lui en veux plus. C'est différent. Oui, c'est différent. Il a replié la lettre. Il a raison de partir, de prendre soin de sa femme. C'est ce qu'un homme doit faire. Il m'a regardé. C'est ce que papa aurait fait. Oui, c'est exactement ce que ton père aurait fait. 6 mois plus tard, j'ai appris par une ancienne collègue que Madame Devereux était décédée. Les funérailles ont eu lieu dans une petite église de banlieue. Très peu de monde. Henri Devereux était là, seul au premier rang. Pas de Camille, pas d'amis du galeriste,
Pas de cette foule élégante qui fréquentait autrefois le domaine de Fontainebleau. Juste un vieil homme qui enterrait sa femme dans la solitude. Edgar avait envoyé une couronne de fleurs blanches, avec une carte simple, « Toutes mes condoléances, Edgar. » Pas de rancune, pas de reproche, juste de la dignité. 1 an plus tard, j'ai croisé Camille par hasard. C'était un samedi après-midi, au Bon Marché. Je cherchais un cadeau pour l'anniversaire d'Edgar. Elle était au rayon parfumerie, plus mince qu'avant, les cheveux attachés en queue de cheval négligée, un jean délavé et un pull trop grand, plus de sac Hermès, plus de gants en cuir. Elle m'a vu, nos regards se sont croisés. J'ai vu quelque chose passer dans ses yeux, de la honte, du regret, de la colère, je ne sais pas. Elle a détourné les yeux, a fait semblant de regarder un flacon de parfum. J'aurais pu partir, j'aurais pu l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à m'approcher. Camille, elle a sursauté, s'est retournée lentement. Madame Pasquier, comment allez-vous? Bien, je vais bien. Elle mentait, visiblement. J'ai appris pour votre mère. Toutes mes condoléances. Merci. Un long silence. Edgar va bien? Très bien. L'entreprise prospère. Il est heureux. Tant mieux. Elle a baissé les yeux. Je sais que vous ne me croyez pas, mais je l'aimais, à ma manière. Je vous crois. Elle m'a regardé avec surprise. Vraiment? Oui, mais vous l'aimiez comme on aime un objet précieux, quelque chose qu'on possède, pas comme on aime un être humain. Ses yeux se sont remplis de larmes. Vous avez raison. J'ai tout gâché. Oui, vous avez tout gâché. Je regrette, tous les jours. Alors dites-le à Edgar, pas à moi. Je ne peux pas. Il ne voudra jamais me parler. Vous ne savez pas. Vous ne lui avez jamais donné la chance. Elle a essuyé ses yeux. Mon père est mort il y a 3 mois. Crise cardiaque. Je n'étais pas là. Je ne lui avais pas parlé depuis 2 ans. Je suis désolée. Il est mort seul, dans un petit appartement miteux, avec pour seule compagnie une photo de moi quand j'avais 8 ans. Elle tremblait. Ma mère est morte en me maudissant parce que je n'étais pas venue. Mon père est mort en espérant que je viendrais. Et moi je suis seule, complètement seule. Vous avez fait vos choix, Camille. Je sais. Et maintenant, je les paie. Elle a pris son sac. Dites à Edgar que... Non, ne lui dites rien. Je n'ai pas le droit. Elle est partie. Et moi, je suis restée là, au milieu du rayon parfumerie, en pensant à cette phrase que j'avais entendue quelque part. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Ce soir-là, j'ai appelé Edgar. Mon chéri? Maman? Tout va bien? Oui. Je voulais juste te dire que je t'aime. Il a ri. Je t'aime aussi, maman. Mais, tu m'appelles juste pour me dire ça? Oui. C'est interdit? Non. C'est juste surprenant. J'ai croisé Camille aujourd'hui. Un silence. Ah, elle regrette. Sincèrement. Je sais. Tu sais? Elle m'a écrit, il y a 6 mois, une longue lettre. Elle s'excusait. Pour tout. Et je ne lui ai pas répondu. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que je lui pardonne? Je ne suis même pas sûre que ce soit vrai. Que je ne lui pardonne pas? À quoi ça servirait? Alors tu ne fais rien? Non, je la laisse vivre sa vie. Moi, je vis la mienne. C'est sage. C'est surtout pacifique. La haine fatigue, maman. Le pardon aussi, d'ailleurs. Alors je choisis l'indifférence. J'ai souri. Ton père serait fier. Je l'espère. La justice n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est silencieuse, progressive, presque invisible. Monsieur Devreux avait perdu son entreprise, sa femme, sa dignité, sa fille. Il était mort seul. Madame Devreux avait quitté son mari pour un homme qui l'avait abandonnée dès qu'elle était devenue malade. Elle était morte seule. Camille avait choisi l'orgueil plutôt que l'amour. Elle vivait seule. Et Edgar avait choisi la dignité, le travail, la reconstruction. Et il prospérait. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement la vie qui rendait à chacun ce qu'il avait semé, avec patience, avec précision, avec une justice poétique que je n'aurais jamais pu orchestrer moi-même. Parce que la vraie justice, celle qui compte vraiment, ne vient jamais de nous. Elle vient du temps, du karma, de la vie elle-même. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Edgar m'a organisé une petite fête, chez lui. Rien d'extravagant. Quelques amis proches, des collègues de l'entreprise, son ancienne professeure de Dauphine, et une femme que je ne connaissais pas. Maman, je te présente Claire, une femme de 40 ans environ,
souriante, médecin pédiatre, des yeux chaleureux et une poignée de main ferme. Enchantée, Madame Pasquier. Edgar m'a tellement parlé de vous. Vraiment? Ai-je dit en regardant mon fils avec un sourire complice. Edgar a rougi légèrement. Claire et moi, nous nous fréquentons depuis quelques mois. 6 mois, a précisé Claire en riant. Mais il est prudent, sage, ai-je corrigé. Elle a ri de nouveau. Un rire franc, naturel. J'ai observé la façon dont elle regardait Edgar. Avec admiration, oui. Mais aussi avec égalité. Comme une partenaire, pas comme une possession. J'ai observé la façon dont Edgar la regardait. Détendu, heureux, lui-même. Claire, vous aimez le thé? J'adore. Alors il faudra venir prendre le thé chez moi un de ces jours. J'ai des tasses en porcelaine qui n'attendent que ça. Edgar m'a souri. Ce sourire qui disait tout. Merci, maman. Plus tard dans la soirée, Edgar et moi nous sommes retrouvés seuls sur le balcon. La ville scintillait sous nous. Paris en automne, douce et lumineuse. Elle est bien ta Claire. Je sais. Tu es heureux? Oui. Vraiment? Il a respiré profondément. Tu sais, maman, j'ai longtemps pensé que tu avais détruit ma vie, que tu m'avais pris quelque chose que je ne récupérerai jamais. Je sais, mais tu m'as donné quelque chose de bien plus précieux. Quoi donc? Ma dignité, ma force, la certitude que je vaux quelque chose, pas parce que quelqu'un d'autre le dit, mais parce que je le sais. Il a pris ma main. Merci de t'être battu pour moi quand je ne savais plus me battre moi-même. J'ai serré sa main. C'est ce que font les mères. Non, c'est ce que font les bonnes mères. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai repensé à tout ce chemin parcouru, à ce jour terrible où j'avais trouvé Edgar à genoux, à ma décision de me battre, au sacrifice, aux doutes, aux erreurs, au prix que nous avions tous payé, mais aussi aux victoires, à la transformation, à la justice silencieuse qui avait fini par s'imposer. J'ai préparé du thé dans ma tasse en porcelaine, la même que Philippe et moi utilisions autrefois. Je me suis assise dans mon salon. Le mur où était accroché le diplôme d'Edgar est vide maintenant. Mais ce n'est plus une absence douloureuse. C'est juste de l'espace pour autre chose, pour d'autres souvenirs, pour d'autres joies. J'ai bu mon thé lentement en regardant par la fenêtre les lumières de la ville. Et j'ai pensé à toutes ces femmes qui m'écoutent peut-être, ces femmes qui voient leurs fils, leurs filles, leurs êtres aimés se faire écraser par des personnes cruelles. Ces femmes qui se demandent si elles doivent intervenir ou se taire. Ces femmes qui ont peur de tout perdre en se battant. Alors je leur dis ceci. Parfois, le silence n'est pas de la sagesse, c'est de la lâcheté. Parfois, se battre pour ceux qu'on aime coûte cher, très cher. Mais ne pas se battre coûte encore plus cher, parce qu'on perd quelque chose qu'aucun argent ne peut racheter. La certitude d'avoir tout fait pour ceux qu'on aime. J'ai payé le prix. Edgar a payé le prix. Mais aujourd'hui, il est heureux, fort, respecté. Et moi, je peux dormir en paix en sachant que j'ai été la mère que Philippe aurait voulu que je sois. Une mère qui n'abandonne pas, une mère qui se bat, une mère qui transforme la douleur en dignité. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à trouver le courage de protéger ceux qu'elle aime, alors tout cela aura eu un sens. Parce qu'au final, ce n'est pas la vengeance qui guérit. Ce n'est pas l'humiliation de nos ennemis. C'est la certitude d'avoir agi avec dignité, avec amour, avec courage, et de savoir que ceux qu'on aime peuvent enfin se tenir debout, la tête haute, libre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.